Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, collecte de sang à Ville-Marie, succès pour le défi tête rasée de Leucan et le Témiscamingue accueillait le championnat provincial scolaire de volley-ball. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Les élèves de l'école primaire Saint-Gabriel, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Ville-Marie Fabre, Conseil 6635 et le Cercle de Fermières, vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le mardi 18 avril entre 13h et 20h dans le gymnase de l'école situé au 4 rue Montfort à Ville-Marie. Les membres de l'équipe d'Emma Québec et les bénévoles espèrent y accueillir 200 donneurs. L'événement revêt un caractère particulier car il implique des jeunes élèves. Nous avons rencontré à ce sujet la directrice de l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie, Mme Nathalie Simard. Bien, dans le fond, c'est les Chevaliers de Colomb qui nous ont approchés pour la collecte de sang avec Emma Québec. Puis, on a rencontré la dame d'Emma Québec qui nous a permis à ce moment-là de voir qu'on pouvait impliquer les élèves. Fait que ce qui est intéressant, c'est que nos élèves de 5e et 6e année pouvaient s'impliquer dans la collecte de sang. Puis, on trouvait que c'était une belle façon de voir qu'on peut travailler ensemble puis faire quelque chose pour la communauté. Bien, l'objectif pour la collecte de sang est d'avoir au moins 200 personnes. Pour avoir, selon eux autres, ce qui organisent Emma Québec, ils aimeraient avoir au moins 200 dons de sang qui permet de sauver 800 vies, parce qu'on dit que chaque don sauve 4 vies. Fait que ça a été expliqué aussi aux élèves de manière à ce qu'ils comprennent quelle est l'implication, puis quelle est l'importance aussi que les gens. Fait que de dire, bien, convainquez aussi peut-être des parents ou des gens autour de vous de venir donner du sang aussi. Puis qui est invité à donner du sang? Ça s'adresse à qui? À toutes les personnes à partir de 18 ans. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des vérifications qui sont faites aussi pour voir si c'est possible ou pas, mais on invite toute la population du Témiscamingue à venir donner du sang le 18 avril. De quelle façon les élèves sont impliqués? Il va y avoir différentes tâches, différentes responsabilités qui leur sont indiquées, soit à l'accueil, soit aux collations, les ordinateurs quand ils remplissent les dossiers. Fait qu'ils ont de l'air de repos. Fait qu'ils ont différentes tâches à remplir selon leur horaire. Puis ils font 1 heure, 1 heure et demie chacun, en équipe de 2 ou tout seul seulement. Avec toujours un adulte, par exemple, soit des personnes du Cercle des Fermières ou d'autres bénévoles et les Chevaliers de Colomb. C'est pas la première fois que ça a été fait. Il y a 5 ans, ça avait déjà été fait ici, mais là, depuis que je suis en direction, c'est la première fois, sauf qu'on s'est dit qu'on essaierait que ça redevienne une activité annuelle parce qu'on pense que c'est important de sauver des vies en faisant ces dons de sang-là. Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Chaque jour, Emma Québec doit prélever au moins 1000 dons de sang afin de répondre à l'ensemble des demandes des hôpitaux québécois. La réserve collective de sang appartient à tous, peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où sont les besoins, là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies. Donner du sang prend en moyenne 60 minutes et vous pouvez faire un don de sang total tous les 56 jours. Sachez que toute personne en bonne santé âgée de plus de 18 ans peut généralement faire un don de sang. Emma Québec vous invite à visiter son site web afin d'avoir tous les détails et vous pouvez aussi visionner un court vidéo qui démontre toutes les étapes d'un don de sang. C'est au www.emma-québec.qc.ca. La concierge de l'école de Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord, Suzanne Laplante, a réussi sa soirée du défi tête rasée qui se tenait à l'auditorium de l'école le vendredi 7 avril dernier.
9 200 $ ont été amassés pour supporter la cause de Leucan. Avec l'aide de 3 étudiantes de secondaire 2, en collaboration avec leurs professeurs, Mme Laplante a organisé une soirée haute en générosité et en émotion. Des entreprises ont été sollicitées pour faire des dons et participer au jeu « Ouvre ton cartable », inspiré du jeu du banquier. Des personnes ont aussi relevé le défi de se faire raser les cheveux et ont amassé des sommes qui se sont additionnées tout au long de la soirée. TV Témis était sur place. Il nous vient tous en mémoire le nom d'un enfant, d'un ami ou d'un parent qui passe ou qui ont passé des dures épreuves face à la maladie du cancer. C'est pourquoi ils ont besoin de nos efforts et de nos dons. Et c'est aujourd'hui qu'on le fait pour eux. J'ai un cousin qui m'a lancé ce défi-là de me raser les cheveux. Puis j'ai accepté. Puis j'ai dit, bien, pourquoi pas le faire vivre aussi à nos élèves ici, les sensibiliser. Puis le bénévolat aussi dans des causes humanitaires. Fait que j'ai décidé de le faire ici avec les élèves. Puis j'avais aussi Mélissa Dessureau, qui est une ancienne élève d'ici. Puis elle est rendue maintenant directrice régionale de Leucan. Fait que j'avais toutes là des entreprises aussi qui sont venues nous rejoindre en soirée. Puis mon objectif était de 500 $ pour l'école, mais j'ai eu une belle surprise. On a ramassé un beau montant de 9 200 $. Je suis très fière de mon équipe école. Je suis très fière des entreprises qui m'ont encouragée. Puis je suis très fière de tout le public qui m'ont encouragée et donné plein de sous pour les enfants de Leucan. Bien, vous savez, à Leucan, on est vraiment des petites équipes à travers le Québec. Donc, dans la région, on est seulement 3 employés pour couvrir l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir des gens comme Suzanne qui décident de partir des initiatives pour nous aider à amasser des fonds puis être capable de subvenir aux demandes des familles qui ont malheureusement un enfant atteint de cancer dans la région. Objectif annuel de Leucan pour la région, là, on parle de pas loin de 400 000 $. Moi, je l'ai fait devant les élèves. On était déjà 9 collègues, les étudiants, les étudiantes qui sont venus avec 2 professeurs aussi qui m'ont appuyé. Fait qu'on était 9 à se raser les cheveux. Fait que ça a été vraiment super. J'étais plus toute seule, puis j'ai bien aimé l'expérience. Puis le public, bien, j'ai vu que la salle était quand même pas mal pleine. J'ai pas compté, on n'a pas eu le temps de compter combien il y avait de personnes, mais l'auditorium était pas mal plein. Je serais surpris de voir là, qu'il y a quand même beaucoup d'individus personnellement qui donnent à Leucan pour supporter les familles. Puis on a aussi des entreprises. Donc, les deux sont importants pour nous. On a besoin de tout le monde. Je suis contente. Je suis vraiment fière de moi. Puis je suis fière que tous les participants ont bien collaboré avec moi. Le Témiscamingue accueillait pour la première fois cette fin de semaine le championnat provincial scolaire de volley-ball cadet. Les matchs se déroulaient à l'école Marcel-Raymond de Lorrainville, l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord et aussi à l'aréna Frère Arthur Bergeron de Ville-Marie. 28 équipes de partout au Québec, dont 4 de la région, participaient à ce championnat. L'événement coïncidait avec le 35e anniversaire du mouvement Tamia de l'école Marcel-Raymond de Lorrainville. TV Témis était là pour vous. Nicolas Bergeron, je suis coordonnateur du championnat provincial scolaire de volleyball cadet. Je suis aussi également l'entraîneur de l'équipe masculine de volleyball cadet de l'école Marcel-Raymond. Moi, c'est ma 15e année en tant qu'entraîneur. J'ai fait quelques années à Rouen, mais je suis de retour ici depuis 7 ans. Olivier Guimond, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Montréal, mais ça fait très longtemps que mes parents, que ma famille est installée au Témiscamingue, ici à Lorrainville. Donc j'ai fait une bonne partie de mon primaire ici et mon secondaire ici. Puis je suis ici en fin de semaine dans le cadre du championnat provincial de volleyball cadet, dont je suis le fier président d'honneur. Nous, le comité organisateur, on a choisi Olivier Guimond parce que c'est un athlète qui représentait un peu toutes les valeurs du mouvement Tamia, le travail, l'esprit sportif, une bonne éthique au niveau de l'école, des bons résultats scolaires. Puis c'est un athlète qui a rayonné autant au volleyball que dans d'autres sports à l'extérieur de la région, au niveau collégial et au niveau universitaire et même au niveau national. C'est assez particulier. Nicolas m'a envoyé un message me demandant tout simplement si je voulais être le président d'honneur pour ce championnat-là. Honnêtement, sur le coup, je ne savais pas s'il plaisantait ou pas parce que ça me semblait un peu surréaliste parce que je considère ça comme un très grand honneur en tant qu'ancien Tamia. Mais effectivement, il m'a assuré assez rapidement que c'était pas une blague. Puis c'est tout simplement comme ça que ça s'est passé via une messagerie très traditionnelle.
Puis, en fait, on m'a demandé d'être là pour un peu représenter, en fait, en tant que représentant du mouvement, en tant qu'ancien, à leurs yeux, je représentais bien les valeurs, puis j'avais été un bon, en fait, les valeurs du mouvement Tamiya, j'avais été un bon ambassadeur, selon eux, durant ma carrière de volley, donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'être ici. D'ailleurs, il faut dire que le mouvement Tamiya fête ses 35 ans cette année, donc ça en est d'autant plus particulier. Le mouvement Tamiya, en fait, c'est un peu un club sportif, si on veut, de l'école Marcel Raymond, qui englobe toutes les équipes sportives scolaires. Donc, volleyball, bien entendu, et tout particulièrement le volleyball, la course, le cross-country, athlétisme, le badminton aussi. Donc, c'est ça, en gros, le mouvement Tamiya. C'est le club sportif de l'école Marcel Raymond. On parle de valeurs qu'on associe souvent au sport, qu'on pratique à un niveau élite, donc la persévérance, la détermination, la rigueur, la constance, le respect. Je pense qu'on a là vraiment les valeurs principales que cherche à promouvoir le mouvement Tamiya et qui, d'une certaine façon, qui m'ont porté tout au long de ma carrière de joueur de volley. Bien, le championnat provincial en tant que tel, lui, a 48 ans. C'est la 48e édition qu'on a tenue ici. Par contre, nous, c'était la première fois là, de l'histoire qu'on le recevait là, au Témiscamingue. Donc, on avait là, 28 équipes, 12 masculines, 16 féminines qui étaient présentes ici. On parle de 432 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs qui proviennent de partout au Québec, d'aussi loin que les îles de la Madeleine puis de la Côte-Nord. Il y avait les deux calibres. Les garçons étaient présentés ici à l'Aréna Frère Arthur Bergeron et les filles, eux, ont évolué dans les gymnases de l'École Rivière-des-15 et Marcel Raymond à Lorrainville. On parle environ d'une équipe là, de 100 à 120 bénévoles là, qui ont œuvré depuis jeudi là, pour toute la mise en place et l'organisation du championnat. Ça, c'est une autre chose peut-être qu'on peut retenir du mouvement Tamiya, c'est que ça peut raccrocher les jeunes au milieu scolaire. Ça peut être l'élément, l'étincelle qui fait en sorte que le cheminement scolaire prend un certain essor, un certain envol. Ouais. Ce que je sais, pour sûr, c'est que depuis le secondaire, je veux jouer au volleyball universitaire. Donc, certainement, les Tamiya ont un gros rôle à jouer dans le fait que mon cheminement m'a amené jusqu'à l'université, ça c'est indéniable. Mais je pense que je suis quelqu'un de curieux de nature aussi. Probablement que j'aurais fait des études universitaires, mais qui sait. Pour l'instant, je peux dire merci au mouvement Tamiya de m'avoir donné le goût de m'amener d'aller à l'université via le sport. On peut dire ça comme ça. L'Abitibi-Témiscamingue est à l'honneur sur un nouveau billet de 10 $ dévoilé la semaine dernière pour le 150e anniversaire du Canada. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Rivet de ici Radio-Canada Régional, une photo des grandes chutes de la rivière Kippawa, située à Laniel, a été sélectionnée pour représenter le bouclier canadien sur le billet. En 2003, la rivière Kippawa a été considérée par le Canoe and Kayak Magazine comme étant l'une des plus belles rivières d'Amérique du Nord pour y pratiquer des sports d'eau vive. Sur le site web de la Banque du Canada, on a décrit ainsi l'image choisie. Une forêt borde la rivière Kippawa qui cascade sur le roc ancien du bouclier canadien dans le Parc national d'Opémican, situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec. S'étendant du nord de l'Alberta à Terre-Neuve et Labrador et du centre de l'Ontario au territoire du Nord-Ouest et du Nunavut, le bouclier couvre 4 800 000 km², soit près de la moitié de la superficie du Canada. Le directeur du Parc national d'Opémican, Danny Garot, est fier de voir le cours d'eau du parc mis en valeur, précisant que le billet va apporter de la visibilité à plusieurs niveaux puisqu'il y a une campagne promotionnelle faite par la Banque du Canada. 7 postes saisonniers seront à pourvoir cet été en vue de la création du Parc national d'Opémican. Les travaux vont bon train et la main-d'œuvre sera importante pour faire avancer le chantier cet été, notamment au niveau des sentiers.
Tel qu'expliqué par Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, des postes de préposés au territoire et de chefs d'équipe seront notamment affichés dans les prochaines semaines. Danny Garreau, le directeur du Parc national d'Opémican, explique que le processus va bon train et que l'échéancier pour la mise en place du parc est d'ailleurs en mode accéléré. L'ouverture partielle du secteur de la rivière Kipawa est prévue à l'été 2018, tandis que l'ouverture officielle du site Opémican devrait se faire à l'été 2019. Du sirop d'érable biologique sera bientôt disponible dans la région. Yann Godette obtiendra sa certification biologique en mai prochain et sera le premier acériculteur du Témiscamingue à l'obtenir. Selon les informations recueillies par Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, le processus a demandé 2 ans de mise aux normes. Yann Godette a joint l'entreprise familiale en 2003. Son érablière, la plus grosse au Témiscamingue, compte maintenant 26 000 entailles. Pour obtenir du sirop d'érable certifié biologique, M. Godette a indiqué que le producteur doit respecter plusieurs normes environnementales. Des précautions doivent être prises comme faire attention à tout ce qui est la forêt, tous les arbres, pour que rien ne soit brisé ou endommagé, que ce soit le plus naturel possible. Une fois l'eau d'érable récoltée, elle est transformée en sirop et pour que le résultat final soit certifié bio, même les produits nettoyants utilisés par l'entreprise doivent être contrôlés. La tenue de livre est aussi importante pour obtenir la certification biologique. Le sirop doit être traçable en tout temps. Le producteur acéricole biologique obtiendra 17 cents de plus pour 1 litre de sirop auprès de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Par contre, il doit assumer les coûts de sa certification biologique. Le consommateur, pour sa part, paiera environ 1 $ de plus le litre. Au Québec, 26 % de la production annuelle acéricole est certifiée biologique. Les producteurs de lait du Québec profiteront d'un congé de contribution de 3 mois pour l'administration de leur plan conjoint. Selon les détails du journaliste de La Terre de chez nous, Pierre-Yvon Bégin, la mesure qui entrera en vigueur le 1er mai prochain permettra de laisser 3,7 millions de dollars dans la poche des producteurs. Cette décision vise à réduire le solde du fonds d'administration du plan conjoint qui atteignait 10,5 millions de dollars le 31 décembre dernier. Sans intervention et selon les prévisions, ce surplus aurait augmenté de 1 million de dollars au cours de la présente année. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a ainsi retenu une suggestion du Conseil d'administration des producteurs de lait du Québec, les PLQ, responsables de la gestion du plan conjoint. Les PLQ ont notamment fait valoir que leur fonds d'administration doit habituellement équivaloir à environ 6 mois d'activité. Selon un budget qui se chiffre à 16 millions de dollars par année, une somme variant de 7,5 à 8 millions de dollars est normalement suffisante pour combler les besoins. De l'avis des PLQ, une conjoncture unique peut expliquer l'accumulation de surplus de 3 à 4 millions au cours des 4 dernières années. Ils notent entre autres que les pénalités payées par les producteurs pris en défaut pour avoir livré du lait illégalement ont totalisé 2,6 millions de dollars. Il s'agit principalement de vente de lait au noir ou encore de fraude. Les PLQ constatent aussi que le volume de lait produit a cru de 7,7 % depuis 2015. À titre comparatif, la moyenne d'augmentation a plafonné de 1 à 1,5 % par année au cours des 20 années précédentes. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les producteurs de lait ont aussi profité d'une augmentation de prix intra-quota de 1,74 $ l'hectolitre entre janvier et février dernier. Il s'agit d'une hausse de 2,5 % qui permet à l'hectolitre de repasser le seuil psychologique des 70 $. Les PLQ expliquent cette augmentation par une croissance des ventes de lait de consommation de la classe 1, celle qui rapporte le plus aux producteurs. Cette hausse correspond aussi au premier mois d'application de la nouvelle entente avec les transformateurs. Celle-ci a introduit une nouvelle classe 7 qui a notamment mis fin à la classe pour l'alimentation animale. Selon les documents obtenus par la coalition Avenir Québec en vertu de la loi sur l'accès à l'information et publiés par ici Radio-Canada Régional, en Abitibi-Témiscamingue, les gens doivent attendre en moyenne de 673 à 818 jours avant d'être pris en charge par un médecin de famille. La CAQ estime que c'est très loin des 30 à 90 jours fixés par le gouvernement du Québec et considère que le plan libéral pour régler le problème est un échec. Selon le parti de François Legault, l'Abitibi-Témiscamingue compte plus de 9 500 patients inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille. La CAQ ajoute que le délai maximum de prise en charge a même été 6 ans et demi pour un patient de la région classé urgent. La province compte 500 000 personnes qui cherchent un médecin de famille et le temps d'attente est de plus de 16 mois en moyenne selon la CAQ.
Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, accuse la CAQ de déformer la réalité. Il souhaite que les objectifs fixés devront être respectés d'ici la fin 2017 et qu'il est trop tôt pour conclure qu'ils n'ont pas été atteints. La première édition du salon TDAH sur les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité se déroulait dimanche dernier au Centre des congrès de Rouyn-Noranda avec pour objectif de faire connaître les différentes ressources disponibles en Abitibi-Témiscamingue en lien avec ces troubles neurologiques. Conférences, kiosques d'information et discussions étaient au menu de cette première activité de réseautage qui s'adressait aux parents, aux étudiants, mais aussi aux adultes qui pensent vivre avec une forme de TDAH. Selon les informations d'Émilie Parent-Bouchard de ici Radio-Canada Régional, l'événement était aussi l'occasion de faire connaître le nouveau regroupement dysphasie et dyspraxie verbale Abitibi-Témiscamingue. C'est Sébastien Lavoie, le fondateur de la clinique SAS, qui offre des services à domicile de soutien aux apprentissages et de suivi du TDAH, qui travaille sur la mise sur pied du regroupement dysphasie et dyspraxie verbale Abitibi-Témiscamingue. Pour lui, il est essentiel de briser l'isolement et de sensibiliser la population à ces conditions neurologiques peu connues qui affectent la construction et la compréhension du langage. On peut joindre le regroupement dysphasie-dyspraxie verbale Abitibi-Témiscamingue via la page Facebook du même nom. Et quant au salon TDAH, la fondatrice de cette initiative qui a pris naissance dans la région montréalaise espère pouvoir répéter l'activité dans la région au cours des années à venir. Au terme d'une entente ayant pris fin le 31 décembre dernier, le ministère de la Culture et des Communications annonce conjointement avec la MRC de Témiscamingue la signature d'une nouvelle entente de développement culturel qui rend disponible un montant de 22 500 $ pour l'année en cours. Liant la MRC et le ministère de la Culture et des Communications, cette entente permettra de poursuivre le soutien de projets culturels jusqu'en décembre 2017. Le préfet de la MRC de Témiscamingue, Arnaud Varolin, a indiqué, et je le cite, « Il s'agit de la première entente de développement culturel négociée par la MRC avec le ministère de la Culture et des Communications. Chaque année, nous sommes à même de constater la portée des investissements réalisés grâce à cette entente de développement. Il nous fait donc grand plaisir de pouvoir annoncer que des sommes sont à nouveau disponibles pour soutenir le développement culturel témiscamien. » Fin de la citation. Réal Couture, président de la Commission culturelle témiscamienne, a précisé que par les ententes de développement culturel, la MRC, via sa commission culturelle, a la possibilité de soutenir des projets culturels qui font une différence sur notre territoire. Selon lui, en 2016, c'est quelques 20 projets qui ont été soutenus et ils s'attendent au même succès pour cette nouvelle entente. 3 axes d'intervention sous-tendent cette entente annuelle, soit la reconnaissance du patrimoine, le développement du jeune public et la vitalité culturelle des organismes et des municipalités. À noter qu'une somme de 10 000 $ sera accordée à la reconnaissance du patrimoine via le Fonds du patrimoine culturel québécois et qu'un montant de 2 500 $ est réservé pour la promotion et l'animation du livre et de la lecture par le plan d'action sur le livre. Soucieuse de rendre accessible ce nouveau soutien financier, la Commission culturelle utilisera les mêmes critères d'admissibilité, de même que les formulaires de l'entente précédente. Comme auparavant, les organismes à but non lucratif ainsi que les municipalités sont éligibles à une demande de soutien pour un projet ayant une finalité culturelle. Tout projet présenté doit être soutenu par des partenaires du milieu, puisque le financement accordé par l'entente couvre jusqu'à 50 % des coûts de projet. Pour les organismes à but non lucratif, un soutien supplémentaire est possible, sous certaines conditions, par le Fonds de la Commission culturelle. Pour toute question concernant l'entente de développement culturel, consultez la section Développement culturel sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue. C'est au www.mrctémiscamingue.org ou encore vous pouvez communiquer avec Véronique Beaulé, agente de développement culturel à la MRCT. Le Témiscamingue souhaite pouvoir profiter de l'accord de libre-échange canadien, l'ALEC. Après 2 ans et demi de négociations, l'entente sur le commerce interprovincial a été dévoilée vendredi dernier à Toronto. L'ALEC a pour objectif d'éliminer les barrières commerciales entre les provinces. En entrevue avec la journaliste Émilie Rivard-Boudreau de ici Radio-Canada Régional, le préfet de la MRC de Témiscamingue, Arnaud Varolin, a dit croire que cet accord est un pas important pour faciliter le commerce entre le Témiscamingue et l'Ontario. Il constate cependant que les conditions pour échanger certains types de produits comme l'alcool et les produits alimentaires ne sont pas totalement claires. Rien n'est concret dans les documents reçus, selon lui.
M. Varolin indique que la LEC ne sera pas menaçant pour les commerçants du Témiscamingue et je le cite, « Quand on est dans un milieu comme le nôtre, avec très peu de population, on ne peut pas se replier sur soi-même. Je crois qu'on a la possibilité de travailler. Il y a des gens de l'Ontario qui peuvent venir chez nous, mais nous aussi, on peut aller chercher d'autres marchés. » Fin de la citation. De son côté, le président de la Chambre de commerce Témisacor, Mario Sabourin, croit que pour le moment, cet accord ne changera pas la réalité des entreprises du Témiscamingue. Il estime que plusieurs barrières législatives et réglementaires demeurent, comme celle du ministère de l'Agriculture, de la Commission de la construction du Québec et de l'Autorité des marchés financiers. L'accord de libre-échange canadien entrera en vigueur le 1er juin pour le 150e anniversaire de la Confédération. Le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette, a annoncé une aide financière de plus de 488 000 $ dans la région pour faciliter l'entrée à l'école et la persévérance scolaire. Tel qu'indiqué sur le site web de ici Radio-Canada Régional, de ce montant, 194 000 $ seront investis afin d'assurer la qualité des services éducatifs à l'enfance. 230 000 $ serviront à bonifier le programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation et 63 000 $ appuieront financièrement la table interordre en éducation de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce financement supplémentaire provient d'une enveloppe budgétaire de 10 millions de $ qui a été octroyée par le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, le 23 mars dernier. De façon exceptionnelle, l'équipe du journal Le Reflet annonce qu'elle prendra en charge l'organisation du Relais pour la vie 2017. Cette année, un manque de relève au sein du conseil d'administration ainsi que des difficultés de recrutement mettaient en péril l'événement. Puisque l'initiative Le Reflet s'implique 2017 a choisi de soutenir cette cause, il était important pour l'équipe du journal d'y contribuer encore davantage. Il est à noter qu'en raison de travaux dans la cour de l'Aréna Frère Arthur Bergeron de Ville-Marie, la marche aura lieu à l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie. De plus, une nouvelle formule sera expérimentée. La marche aura lieu le 2 juin prochain de 18h à minuit plutôt que de s'étendre sur toute la nuit. D'autres relais pour la vie tendent vers cette alternative d'une marche de 6 heures. Il s'agit d'un projet pilote. Toute personne ayant le relais pour la vie à cœur et désirant s'impliquer afin d'assurer la pérennité de l'événement est invitée à contacter le représentant régional du relais pour la vie, M. Olivier Gauthier. Depuis 75 ans, la Société canadienne du cancer soutient les Canadiens dans le combat pour la vie. Depuis toutes ces années, elle travaille sans relâche à prévenir le cancer, à financer la recherche et à soutenir les personnes touchées par la maladie. Forte de cette expérience, elle continue de lutter avec les Canadiens pour changer le cancer à jamais afin qu'ils soient moins nombreux à y faire face et plus nombreux à y survivre. Pour en savoir plus, visitez tout simplement cancer.ca. Des producteurs du terroir du Québec offriront des haltes gratuites aux voyageurs en véhicules récréatifs en VR cet été. Plus de 110 producteurs de la province, dont 5 en Abitibi-Témiscamingue, offrent de camper chez eux. Selon une entrevue réalisée par David Chabot à l'émission des Matins en Or, il s'agit d'un concept proposé par l'entreprise Terroir en VR. La vice-présidente communication et services à la clientèle de l'organisme, Karine Morin, explique que le concept réside dans la possibilité de passer la nuit dans différents lieux tels des vignobles, des vergers, des fermes ou des marchés. Elle souligne le fait que les voyageurs doivent être autonomes puisque les services ne sont pas accessibles au même titre que sur les terrains de camping. 5 producteurs de la région participent à l'initiative de Terroir en VR, dont la ferme Norvie, l'Éden Rouge, la fromagerie du fromage au village, la mielerie La Grande Ourse et le verger de l'île Nepawa. Une grande partie de l'entreprise Belgue Brasse est partie en fumée. Ces locaux d'Amos ont été la proie des flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Et tel que décrit sur le site web de ici Radio-Canada Régional, d'importants travaux d'agrandissement ont été réalisés chez Belgue Brasse au cours des derniers mois. Une bonne partie de ces nouvelles infrastructures, dont un entrepôt et l'usine d'embouteillage, auraient été épargnées par le brasier. Cependant, les plus vieilles installations y sont passées. À première vue, M. Marcoux évalue que le montant des dommages atteindra les millions de dollars. Malgré la désolation, le maître brasseur Jean-Louis Marcoux refuse de baisser les bras. Il faut dire que l'entreprise Belgue Brasse a le vent dans les voiles. Après avoir lancé sa bière signature, la Mons, la brasserie s'est forgée une excellente réputation dans le monde brassicole. Je cite M. Marcoux à ce sujet. « Ce n'est pas la première difficulté que je connais avec ça. Oui, on avait le vent dans les voiles. Notre production était exponentielle année après année, surtout cette année avec les agrandissements. On parlait même de nouveaux projets tellement ça allait vite. Donc, je pense que ça vaut la peine de se remonter les manches et d'y aller. On espère que ça va reprendre très rapidement. » Fin de la citation.
L'incendie laisse temporairement 16 personnes sans emploi. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour connaître la cause de l'incendie. Le déclin démographique inquiète plusieurs citoyens de la ville de Témiscamingue. D'ailleurs, le comité Initiative citoyenne a été créé en décembre dernier. Le comité veut mener des actions pour retenir et attirer davantage de citoyens. Son premier cheval de bataille est l'éducation. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu sur ICI Radio-Canada Régional, à l'école secondaire Gilbert-Héberge, la clientèle scolaire est en baisse depuis plusieurs années. Pour l'année 2017-2018, 4 élèves ont déjà annoncé leur départ. Ils iront étudier à North Bay. Certains élèves questionnés déplorent le manque de diversité des programmes offerts. Vincent Labranche, membre du comité Initiative citoyenne, indique que le comité a récemment rencontré la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, la Western Québec et les directions d'école. Il souhaite favoriser les échanges bilingues à l'école même et mettre sur pied des programmes en concentration en sport et en culture. Selon les données de la MRC de Témiscamingue, la population de la ville de Témiscamingue a baissé de 28 % en 20 ans. Vincent Labranche est pressé d'agir pour renverser la tendance. Le comité Initiative citoyenne souhaite aussi travailler sur les services en santé et les services sociaux. Tel que décrit par le journaliste Marc-André Gemme sur le site web de La Frontière, le manque de main-d'œuvre qualifiée est un problème qui touche beaucoup d'entreprises en région. Ce n'est pas surprenant alors que même les centres de formation professionnelle peinent à remplir leurs classes. Yves Dubé, directeur du Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi, a indiqué que c'est surtout au niveau des soudeurs qu'on voit une pénurie de main-d'œuvre à travers la province. En 25 ans de carrière au CFP, Yves Dubé n'a jamais eu autant de problèmes à remplir ses classes. Habituellement, les cohortes de janvier comptent 20 à 22 élèves. Cet hiver, il y avait seulement 10 inscriptions. Il y a déjà 2 abandons. Cette situation risque de se répéter l'automne prochain puisque le centre ne compte que 7 inscriptions à ce jour. M. Dubé indique que c'est très inquiétant parce que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et ce dans tous les secteurs, pas juste en soudure. Il explique que cette chute par le très faible taux de chômage actuel, si les gens travaillent, ils ne pensent pas retourner à l'école. M. Dubé est d'avis qu'il faut trouver des façons différentes d'attirer la clientèle. L'idée d'offrir de la formation en milieu de travail n'est pas nouvelle, mais reste une bonne option pour les gens qui ont un emploi et qui cherchent à développer de nouvelles compétences. Garder les enseignants en place est aussi un autre problème auquel fait face le CFP Lac-Abitibi. Bonne nouvelle, le taux de chômage en Abitibi-Témiscamingue a baissé en mars. Selon Statistique Canada, le taux était de 6,3 % le mois dernier, en baisse par rapport au même mois de 2016 où il était de 7,4 %. Le nombre de chômeurs est ainsi passé de 5 700 en mars 2016 à 4 900 cette année. Une nouvelle application facilite maintenant l'heure des devoirs à la maison. Cet outil multiplateforme, la dictée de mots de vocabulaire Alloprof, s'adresse aux élèves du niveau primaire et à leurs parents. Selon un texte de Louis Garneau publié sur le site Internet de ICI Radio-Canada, l'application a été développée en ligne, mais elle est désormais accessible gratuitement en téléchargement. Le directeur Relations extérieures et stratégie pour Alloprof, Marc-Antoine Tanguay-Lausière, a indiqué que l'application permet de faire cet exercice-là dans la voiture, dans l'autobus, où on veut, et on multiplie les occasions de pouvoir s'entraîner à la bonne orthographe des mots. L'application peut être téléchargée sur les téléphones et les tablettes, autant Android que l'iPhone ou l'iPad. L'application permet l'accès à 16 000 mots de vocabulaire et ce nombre va en croissant. De plus, Alloprof a produit un jeu de géographie, Allo Monde, qui permet d'élargir ses connaissances tout en s'amusant. Un petit renard visite plusieurs pays et son parcours progresse grâce aux bonnes réponses des visiteurs. Les étudiants peuvent ainsi réviser leur année scolaire de façon décontractée à l'approche de la fin d'année. Alloprof dispose également d'une équipe de 110 enseignants qui sont disponibles pour répondre aux questions des élèves et des parents. Visitez tout simplement le site alloprof.qc.ca pour avoir plus de détails. La livrée des forêts, cette chenille qui s'attaque au feuillage des arbres dans certains secteurs de la région, sera de retour au cours de l'été 2017, c'est selon le biologiste Roger Larivière. Toutefois, il est possible de se préparer à l'affronter, c'est ce qu'a indiqué le journaliste Félix B. Desfossés sur le site Internet de ICI Radio-Canada Régional. D'abord, il faut surveiller les œufs sur les branches. Roger Larivière explique qu'il est possible d'identifier où ont été pondus les œufs de la livrée des forêts et de les détruire avant leur éclosion. Ils se retrouvent sur des branches d'arbres sous la forme de bagues. Ces dernières peuvent contenir de 200 à 300 œufs. Sachez qu'habituellement, la femelle choisit des branches hautes et difficilement accessibles pour y pondre ses œufs.
Cependant, la femelle papillon ne pond pas ses œufs sur n'importe quel arbuste. Elle privilégie le tremble et certains autres arbustes. Aussi, il est possible de couper le bout des branches où se trouvent les bagues en grimpant dans un escabeau, une échelle ou en utilisant des sécateurs télescopiques. Une fois la branche coupée, l'arbuste va se cicatriser et se protéger, selon Roger Larivière. Une fois cette étape terminée, il est également possible de préparer les arbres qui se trouvent sur notre terrain afin de faire face aux invasions à venir. Roger Larivière propose d'utiliser la gelée de pétrole, de la vaseline ou encore de la graisse à véhicule automobile pour faire une bague autour du tronc des arbres. L'eau savonneuse peut aussi être efficace comme certains insecticides biologiques. Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à visiter le site du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. C'est au www.mffp.gouv.qc.ca. Parlons sport maintenant. Le joueur des Bears de la Nation Crie qui a frappé l'arbitre Marc-André Manceau lors d'une partie a été suspendu une demi-saison pour son geste. Rappelons que lors d'un match entre les Conquérants et les Bears de la Nation Crie en milieu de troisième période, Nico Trapper a molesté le juge de ligne Marc-André Manceau. Selon les informations du journaliste Jean-François Vachon sur le site Internet de La Frontière, le joueur fautif était assuré d'une suspension de 3 matchs. Il a finalement été suspendu pour une demi-saison. Il ne pourra revenir au jeu qu'après le 31 décembre 2017. Le président de hockey Abitibi-Témiscamingue, Christian Labbé, s'est dit satisfait de la décision du comité de discipline et je le cite à ce sujet. Pour eux, le geste demeure délibéré. De plus, le comité de discipline note dans sa décision que le joueur n'exprime aucun regret vis-à-vis son geste. On doit protéger nos arbitres et leur faire attention parce qu'ils sont rares. C'était important de mettre un barème comme celui-là et de passer le message. Fin de la citation. Christian Labbé a aussi expliqué que Hockey Abitibi-Témiscamingue n'avait pas eu son mot à dire car le comité de discipline est formé de gens externes et indépendants. Le Collège Boréal a célébré ses exploits sportifs de l'année 2016-2017, la saison dernière, avec son gala des Vipères. Cet événement annuel vient souligner les accomplissements des athlètes qui se sont distingués tout au cours de l'année, tant sur le plan académique que sportif. 30 prix ont été remis et au-delà de 26 000 $ en bourse d'athlétisme. Notons que pour l'équipe de volley-ball féminine, Émilie Goulet, originaire du Témiscamingue, s'est vue remettre le prix de l'athlète la plus utile. C'est via sa page Facebook que nous avons appris que l'école de hockey Sacha Guimond est lauréate dans le volet création d'entreprises au Témiscamingue pour le concours Ose entreprendre. La candidature est maintenant rendue au niveau régional. C'est à suivre et on vous souhaite bonne chance. Voilà ce qui conclut InfoTémis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et au nom de toute l'équipe, passez une belle semaine et à bientôt. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.